Bonsoir à tous. Bienvenue dans le deuxième webinaire de la série des mercredis de la loi de finances 2025 organisée par l'SSK Business School. Alors, je rappelle brièvement le concept pour nos nouveaux auditeurs. Il s'agit de sessions de webinaire en consolidation avec les SSK Business School qui vont traiter éventuellement du projet de loi de finances 2025. Alors, chaque session va réunir un intervenant et un modérateur qui vont essayer de lever le voile, mettre en lumière l'intégralité des orientations budgétaires, les priorités de dépenses, sans oublier les réformes fiscales et l'impact potentiel de cette loi de finances sur les entreprises et sur les citoyens. Durant les deux précédents mercredis, nous avons eu l'occasion justement de traiter des orientations générales du projet de loi de finances 2025, de la consolidation de la dynamique d'investissement et de la création d'emplois. Aujourd'hui, il sera sujet de traiter de la préservation de la soutenabilité des finances publiques. Le webinaire que nous proposons aujourd'hui sera dédié justement aux finances publiques et à la préservation de la soutenabilité des dépenses dans un contexte actuel qui est, vous l'aurez compris, assujetti à une perpétuelle mutation, notamment matérialisée par le triptyque des intermédiations, décloisonnement et dématérialisation. Alors, pour assurer justement cet équilibre budgétaire et une gestion efficace des finances publiques, nous allons aborder dans ce webinaire, il sera sujet de décrypter la maîtrise de la dette publique, l'optimisation des recettes fiscales, sans oublier que nous allons chercher à comprendre justement comment cette loi de finances 2025 va essayer de garantir la stabilité financière du pays tout en soutenant une croissance économique pérenne, inclusive et durable. Et justement, pour traiter des coins et des recoins de cette thématique, j'ai la chance d'avoir avec moi la brillante Jannat Benhida, qui a eu l'amabilité d'accepter mon invitation. Bienvenue, Jannat Benhida. Alors, professeur Benhida, vous êtes docteur en sciences économiques spécialisé en macroéconomie financière et en finance de marché. Vous avez débuté votre carrière au sein de la Banque centrale en tant qu'économiste avant de rejoindre le régulateur des marchés financiers, donc le marché de capitaux, la MMC, où vous avez notamment œuvré en faveur de la standardisation des normes de régulation. Vous avez fait de votre champ de recherche de prédilection les phénomènes d'interdépendance et de contagion des marchés financiers. Alors, bienvenue, Jannat. Alors, avant de démarrer notre première question, j'aimerais quand même délimiter les choses dans leur contexte. Alors, parallèlement à l'importance justement accordée à cette consolidation de la dynamique d'investissement et de création d'emplois, le gouvernement marocain, il entend préserver l'équilibre des finances publiques, la soutenabilité aussi de ces dépenses. Il a fait de cette soutenabilité des dépenses publiques une préoccupation majeure. Des efforts colossaux ont été déployés, bien évidemment en vue de mobiliser davantage de ressources et d'assurer justement une pérennité et un ensemble de réformes permettant de dégager des marges bénéficiaires face justement à cette résurgence de crise et à cette continuité de défis structurels auxquels l'économie marocaine est confrontée. Et donc, le gouvernement marocain va œuvrer à la poursuite de ces efforts pour rationaliser le portefeuille public via la mise en œuvre justement de cette loi cadre 5021 relative à la réforme des établissements publics, aspirant à davantage de synergie entre ceux-ci et à un meilleur rendement économique et social. Et donc, ce qui est dans le sillage justement de ce gouvernement, c'est cette réduction progressive du déficit commercial qui va dans la même ligne de mire que la trajectoire de l'abaissement du niveau de l'endettement pour justement renforcer cet équilibre financier. Et avant de vous poser ma première question, Jannat Benhida, j'aimerais tout d'abord avoir votre réaction à l'édito. En tout cas, tout d'abord, merci beaucoup. Je m'excuse auprès de tout le monde, ceux qui sont ici présents et ceux qui sont en ligne pour ma voix aujourd'hui, étant un peu malade. J'ai quand même tenu à être parmi vous. Et bon, j'espère que ça ne gênera pas trop et que je serai quand même audible. Donc, un grand merci à l'éminent professeur qui est M. Bachis ici présent et qui est un ami et quelqu'un avec qui j'ai toujours plaisir à partager des échanges comme ça autour de thématiques importantes. Celle-ci est encore plus importante que celle habituellement traitée parce que, voilà, nous sommes face à ce qui va quelque part insuffler la dynamique de croissance de notre pays parce qu'il n'y a rien sans finances publiques. Il n'y a rien sans la mise en place
et le drainage des ressources adéquates pour financer les projets et les réformes structurantes que nous envisageons d'entreprendre. Donc, en réaction déjà à l'édito, il y a un point très important qui a été évoqué à la fin, c'est la résurgence des crises et ce contexte d'instabilité. Il faut dire que les finances publiques n'ont jamais été autant à l'ordre du jour qu'au cours des dernières années. Depuis la crise de Covid-19, nous sommes face à un monde en pleine mutation où il y a eu un certain nombre de phénomènes d'instabilité de manière successive. D'abord, ces aides de l'État qui ont été massivement mises en place partout dans le monde, qui ont donné lieu quelque part à un phénomène d'inflation, phénomène d'inflation lui-même qui a été alimenté par des facteurs exogènes, à l'instar du renchérissement des prix des matières premières, le renforcement du fret maritime, etc. Nous nous sommes trouvés dans une spirale où il a fallu balancer au cours des dernières années et partout dans le monde entre la mise en place de programmes et de réformes importantes pour la croissance et pour demeurer sur ce sentier de la croissance, tout en étant dans une forme d'austérité budgétaire jamais vue depuis des crises très anciennes. Nous sommes revenus vers une forme d'austérité où il a fallu, voilà, revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, en examinant les dispositions du projet de loi de finances 2025, j'ai plaisir à voir que nous sommes en train d'aller vers un alignement des choses et que tout est en train de retrouver une trajectoire où, voilà, on retrouve des choses qui sont ambitieuses, et les moyens de les financer ne sont pas que des moyens d'austérité, mais plutôt une vision à moyen et long terme. Et voilà, donc merci beaucoup encore une fois pour cette invitation. Merci à vous, professeur Benhida. Justement, vous avez souligné, vous avez mis l'accent dans votre réaction à l'édito, justement, cette spirale financière qui est assujettie à une politique d'austérité budgétaire. Vous avez souligné aussi cette multiplicité, cette résurgence de crises financières depuis la crise financière 2008, la crise sanitaire qui s'est résolument répréhendée en une crise financière qui a touché, qui a pris d'assaut la sphère financière internationale. Et justement, dans le dessein de connaître justement les prérogatives du gouvernement marocain en termes de soutenabilité des finances publiques, professeur Benhida, j'arrive à ma première question. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez démystifier pour nos auditeurs aujourd'hui l'étendue de cette consolidation des réformes nécessaires pour la transparence du portefeuille public? D'accord, merci pour cette question. Alors déjà, il convient de dire que la transparence du portefeuille public n'est en aucun cas une action isolée, elle s'insère dans un ensemble d'actions majeures qui visent quoi? La soutenabilité et la transparence des finances publiques. C'est un axe qui a été vraiment considéré comme un axe majeur pour cette année. Donc, je commencerai par plusieurs mesures avant d'atterrir à la transparence du portefeuille public. Donc, tout d'abord, il y a lieu de souligner le renforcement de la discipline budgétaire et de la transparence de la gestion financière. C'est arrivé notamment à travers le déploiement de la loi organique numéro 113 relative à la loi de finances, qui a plusieurs objectifs, notamment renforcer la discipline budgétaire, améliorer la transparence des finances publiques et surtout insinuer cette tendance qu'on voit de plus en plus, une notion de performance dans les établissements publics. Et accroître le rôle du Parlement, ça c'est une nouveauté également dans le débat et l'approbation budgétaire. Donc, ce sont des éléments intéressants et il faut noter que tout ça s'insère dans une forme de convergence avec les normes internationales. Le Maroc, dans tous les domaines dans lesquels il évolue, cherche à être aligné avec les meilleurs standards internationaux. Donc, ces efforts ont d'ailleurs été salués dans le cadre d'évaluation, notamment dans le cadre du rapport PEFA qui a été publié en septembre 2024, qui encense le Maroc pour ses réalisations à date dans ce domaine-là. Alors, le deuxième aspect couvert par cette question, il y a l'amendement de la loi organique des finances, justement. Et donc, ça va s'articuler autour de trois principaux axes. D'abord, l'élargissement du champ d'application aux établissements publics non marchands. C'est très important. Donc, il y aura une mise en parallèle entre les établissements publics marchands et non marchands. Donc avant, on parlait de commerciaux, maintenant on parle de marchands. Est-ce qu'il y a de la vente de biens ou services par ces établissements-là? Désormais, ils seront assujettis aux mêmes règles que les autres. Il y aura une harmonisation
Donc ça, c'est aussi également un élément important. Et il y aura aussi le renforcement de la soutenabilité des finances publiques avec bien sûr le septentrionnel concept de rationalisation des recettes affectées pour élargir l'autorisation parlementaire. La mise en place d'une règle budgétaire pour tout ce qui est dérogatoire lorsqu'il y a des phénomènes exceptionnels, parce qu'avec cette résurgence de crise, il y a lieu de mettre en place des mesures dérogatoires. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, là, ça fait partie des mécanismes que j'appelle moi des mécanismes de soft law, qu'on introduit de plus en plus dans l'ensemble de notre dispositif législatif et réglementaire pour ouvrir la brèche en cas d'événement imprévu et pour laisser une marge de manœuvre sans passer par la case d'approbation encore qui passe par le Parlement et qui allonge artificiellement les délais. D'accord ? Ensuite, il y a l'introduction de critères réglementaires pour la sélection de projets d'investissement public, donc de la même manière qu'on procède lorsqu'il s'agit d'investissement privé. Et ce n'est qu'enfin, donc avec le renforcement également du rôle du Parlement dans l'encadrement du processus d'examen et d'approbation des lois de finances rectificatives et la dématérialisation aussi. On est dans cette mouvance de dématérialisation. Et donc voilà, ensuite, il y a aussi la fameuse réforme fiscale de la loi 4, 69-19, avec, bon, on y reviendra plus tard, beaucoup plus de détails sur l'impôt du revenu. C'est la nouveauté. L'impôt sur le revenu, cette année, il y a un remaniement suite à un dialogue social qui fait qu'on souhaite à la fois élargir l'assiette, mais aussi abaisser le niveau pour aussi donner un nouveau souffle à la demande qui a été mise à mal depuis la crise de Covid. Et on s'insère aussi dans cette logique de moyen et long terme parce qu'on continue à agir à l'horizon 2026 sur la TVA déjà et sur l'impôt sur les sociétés. Ce sont des éléments très très importants et qu'il y a lieu de souligner. Et donc, enfin, dans cet axe-là, on retrouve la rationalisation et la transparence du portefeuille public. Ce qu'on cherche à faire à travers ça, donc ça peut sembler savant, mais ce qu'on cherche à avoir, il y a des entreprises et des établissements publics. Désormais, il y a une loi 4, 50, 21 pour la réforme de ces établissements. On veut que ces établissements soient économiquement efficients et qu'il n'y ait surtout pas de doublons dans leurs fonctions. C'est-à-dire que ce seront des centres de coûts. Lorsque vous avez une entreprise privée et que vous voyez un centre de coûts qui est inadapté et qui n'apporte pas de valeur ajoutée, eh bien, il y a lieu de le supprimer. Donc là, ça sera fait. Et par là, il y a bien sûr des mesures d'accompagnement, comme le renforcement de la gouvernance de ces établissements pour améliorer leur rendement économique. Voilà. Et donc, quand on parle d'établissements, d'établissements et d'entreprises publiques, il s'agit par exemple de l'ONCF, pour ne citer qu'elle. Donc, ça donne un petit peu une idée sur ce portefeuille-là. Et il est bien large et prédominant dans l'économie marocaine. Merci. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse, professeur Benhida, pleine d'érudition, comme à l'accoutumée. Alors, vous avez choisi de jeter votre dévolu sur cette loi cadre, justement 69-19, portant sur la réforme fiscale, en adoptant des mesures concrètes, justement, on veut d'instituer cette équité fiscale et de mettre en place ce système fiscal fiable, simplifié et transparent. Alors, dans votre réponse, vous avez cité énormément de mesures, justement, pour la transparence du portefeuille public. Vous avez cité justement l'élargissement du champ d'application de la loi organique des finances aux établissements publics non marchands, le renforcement du rôle du Parlement dans l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Vous avez aussi cité dans votre réponse la fixation par voie réglementaire des critères de sélection des projets d'investissement public. Et j'ajoute à cela les avantages et les incitations fiscales justement en matière de l'IR, donc l'impôt sur le revenu appliqué aux salariés des banques et des assurances ayant le statut de CFC. Alors le statut CFC, c'est Casablanca Finance City, et les régimes des organismes de placement collectif immobilier, donc les OPCI, sans oublier l'exonération de l'impôt retenu à la source au titre des dividendes versés par les sociétés qui ont justement ce statut CFC et dans les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle. Alors, vous avez aussi parlé de l'encadrement et de la rationalisation des recettes affectées en vue d'étendre justement le périmètre d'autorisation parlementaire et de générer justement davantage de ressources pour le budget général de l'État.
Alors, professeur Benhida, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la viabilité et la soutenabilité justement de ces dépenses publiques, de ces finances publiques, constituent, à mon sens, un préalable, une condition qui est sine qua non pour les grandes réformes et pour les grands chantiers structurels et stratégiques du gouvernement. Et quand bien même, justement, ces finances publiques aient fait preuve d'une résilience notable, alors pour justement matérialiser cette résilience notable du gouvernement, on peut aussi mettre en exergue le recours à des crédits supplémentaires. Alors je vais vous donner un chiffre extrêmement colossal, tenez-vous bien, 14 milliards de dirhams par décret du chef de gouvernement en vue de justement de soutenir la situation financière des établissements publics face à cette conjoncture inflationniste qui est poussée à outrance. Vous en avez parlé un petit peu dans votre réaction à l'édito, lorsque vous allez parler de cette politique d'austérité. Et justement, cette résilience, elle est aussi matérialisée par la prise en charge de la première tranche de l'impact financier pour revalorisation salariale accordée par le gouvernement dans le cadre de dialogue social. Donc, dialogue social central. Et maintenant, justement, j'aimerais profiter de votre expertise, Madame Benhida, et j'aimerais vous interpeller quant à la stratégie du gouvernement par rapport à la loi de finances 2025 pour ce qui est de la rationalisation des dépenses publiques et surtout en termes de redressement de l'équilibre budgétaire. D'accord. Merci encore une fois pour cette question. Écoutez, moi, déjà, ce qui me ravit, je crois que je l'ai déjà dit, ce que j'aime bien, c'est que là, on est sur la stratégie 2025, mais pas que. Finalement, il y a une continuité. Ce qui a été mis en place au cours des dernières années commence à être parfaitement en phase avec ce qui est prévu pour 2025, mais également pour les années à venir. C'est-à-dire qu'on parle, et c'est un concept nouveau, d'ajustement de la trajectoire budgétaire pour les années à venir. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, vous savez, il y a des cycles électoraux, il y a des facteurs qui font que normalement, on peut avoir des lois de finances qui ne sont pas homogènes ni dans une continuité logique. Aujourd'hui, ça va vers un sens de logique à moyen et long terme. On essaie maintenant de rentrer dans le sentier de la croissance, mais il faut, comme on le dit vulgairement, il faut avoir les moyens de sa personnalité. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, on a des ambitions, on a des projets d'infrastructure. Nous avons des dialogues sociaux qui ont lieu, qui font qu'il y a une revalorisation. Mais encore faut-il financer cela de manière qui soit pérenne, qui soit durable et qui ne mette pas en péril les équilibres. Donc pour ça, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place. Il y a des priorités à identifier. Et pour cela, on reste quand même sur un côté un petit peu d'austérité, mais que je n'oserais qualifier finalement d'austérité, c'est simplement du bon sens budgétaire, parce qu'il faut maîtriser notamment les dépenses de personnel. Il faut ne pas investir énormément, c'est ce qui est prévu, dans les véhicules affectés aux administrations publiques, ni aux bâtiments non plus. C'est-à-dire que toutes les dépenses finalement doivent être justifiées et mieux pensées qu'avant. Dans la même veine, les dépenses de fonctionnement le seront aussi. Et même s'il y a eu des dépenses urgentes qui ont été liées à la crise, notamment on va penser à ces revalorisations salariales dans le cadre du dialogue social, on peut dire que les finances publiques ont montré une relative résilience. Et que notre solde budgétaire est en amélioration continue. Donc il y a une trajectoire qui semble s'installer. Mais 2025 sera une année décisive pour le chemin à prendre pour les années suivantes. Donc, on devrait atteindre à peu près 4%, alors que nous étions à 4,3% précédemment, grâce notamment à des recettes fiscales performantes. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'équilibre, c'est les deux côtés. Il faut équilibrer, il faut maximiser les recettes, sans pour autant noyer l'économie sous une taxation qui va affecter le climat des affaires et l'attractivité du Maroc en tant que réceptacle d'investissement directs étrangers, et aussi ne pas opprimer quelque chose de très important aujourd'hui pour nous, qui est l'innovation, les startups, tout un écosystème de PME et même de TPE, très petites entreprises, qu'il ne faut pas surcharger de taxes. Voilà. Et en même temps, donc, il y a ça. Et de l'autre côté, donc, il faudra penser aux dépenses pour n'allouer les dépenses que vers les projets jugés prioritaires et qui nécessitent donc tout l'effort budgétaire de l'État. D'accord.
Donc, nous ambitionnons d'aller progressivement vers un déficit budgétaire qui devrait s'amoindrir pour aller en deçà de la barre des 4%. Et donc, comme on l'a dit, en termes de rationalisation des dépenses publiques, la rationalisation va prioritairement porter sur les dépenses du personnel, les dépenses de fonctionnement, mais aussi rendre les investissements publics beaucoup plus performants. Donc, il y aura une sorte de reddition, pas qu'une reddition des comptes, mais aussi des performances. Tout projet mis en place, ça commence à se faire avec les bailleurs de fonds internationaux, notamment avec des méthodes d'évaluation PIFRON. Et donc, ça sera appliqué à la fois, ces mesures seront appliquées aux établissements SEGMA comme aux établissements publics. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse, professeur Benhidar. Vous avez, dans votre réponse, étalé un certain nombre de mesures. Donc, vous avez parlé de la maîtrise des dépenses, notamment les dépenses du personnel, la rationalisation des dépenses de fonctionnement, l'amélioration de l'efficacité des investissements publics et la mobilisation des recettes. Vous avez parlé, vous avez surligné et stabiloté justement ce recouvrement des réformes fiscales, recouvrement des recettes fiscales, pardon, et la rentabilisation du portefeuille, avec l'amélioration des recettes aussi domaniales. Alors, je rappelle que les mesures qui ont été prononcées par le professeur Benhidar sont au titre du budget général de l'État et des budgets des SEGMA. Donc, les SEGMA, je le rappelle pour nos auditeurs aujourd'hui, ce sont les services de l'État gérés de manière autonome, ainsi que les comptes spéciaux du Trésor, ainsi que les budgets des établissements publics. Alors, à ce moment-là, à présent, professeur Benhidar, nous arrivons à la dernière ligne droite de ce webinaire et j'aimerais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions dans toute personne désireuse d'approfondir sa compréhension quant aux décisions justement façonnant l'avenir économique du pays et prier de poser sa question au professeur Benhidar ici. Et donc, nous arrivons justement, je le disais, à la dernière ligne droite de ce webinaire où il s'agira en l'occurrence de mettre en exergue la situation des échanges extérieurs qui est caractérisée justement par cette hausse du déficit commercial qui est passé à 3,2% pour atteindre la somme mirobolante de 197 milliards de dirhams. Et j'aimerais justement profiter de votre expérience et de votre érudition, Madame Benhidar, pour éventuellement lever le voile pour nos auditeurs aujourd'hui par rapport aux mesures prévues dans cette loi de finances 2025 vis-à-vis de la stabilisation tout d'abord des indicateurs macroéconomiques et surtout en termes de redressement des équilibres externes. Bah écoutez, c'est des aspects que j'affectionne particulièrement, donc ça tombe très très bien. Il faut savoir que, voilà, effectivement, comme le professeur Bachis l'a mentionné, aujourd'hui, on a atteint une hausse de 3,2% du déficit commercial pour atteindre justement ce montant colossal de 197 milliards. Ce sont des montants qui donnent le vertige. Il faut savoir que ça émane d'une augmentation conjointe à la fois des exportations et des importations. Les deux ont évolué et les exportations évoluent à un rythme qui est plus important que les importations. Sauf qu'avec le contexte d'instabilité que nous avions vu et le renchérissement du prix de beaucoup de matières premières, de beaucoup d'intrants, il y a lieu de mentionner voilà, que ce déséquilibre est là en valeur. Mais que voilà, il n'y a pas de crainte à avoir quelque part parce que nos réserves officielles permettent de couvrir donc, de l'ordre de 367,5 milliards de dirhams à date de septembre 2024, ce qui permet de couvrir à peu près 5 mois et demi d'importation. Dit comme ça ne semble pas très rassurant, mais dans une logique historique, nous étions à des niveaux moindres de couverture, donc c'est en constante amélioration et par rapport aux normes internationales, c'est complètement OK. Donc, alors, il y a plusieurs voies pour, bien sûr, arranger cet équilibre et la première des choses va être une politique qui, d'ailleurs, nous, abstraction faite de la loi de finances, fait partie de nos priorités nationales, c'est dynamiser nos exportations. Nous sommes par essence un pays avec un pays exportateur et nous avons beaucoup joué sur la qualité de nos exportations, pas que la quantité de nos exportations. C'est-à-dire, on fait énormément de promotion, d'exportation de produits manufacturés et en plus de produits de moyenne et haute technologie.
savez, tout ce qui est câblage, tout ce qui est destiné à l'aéronautique. Ça a renforcé énormément la compétitivité du Maroc sur les marchés mondiaux. Et on a par ailleurs une amélioration voulue de la position des investissements directs étrangers, qui a augmenté donc, de 13,9% en 2024. Donc, nous sommes un pays qui présente un niveau d'attractivité intéressant comparativement aux autres pays de la région et des pays comparables en termes de niveau de développement. Le climat des affaires s'améliore. Il faut savoir qu'à la faveur de beaucoup de mesures telles que la mise en place de guichets uniques, la nouvelle charte de l'investissement, etc., il y a des mesures qui font. Et puis aussi, nous avons rendu tous nos process beaucoup plus transparents. Je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a une réelle amélioration dans ce sens-là et ça se ressent. Par exemple, vous allez trouver notre notation au niveau des Doing Business qui sont publiés, qui est en constante amélioration. Donc, je trouve que ce sont des aspects à vraiment encenser. Similairement, il faut aussi mobiliser les financements extérieurs. Alors là, peut-être c'est mon aspect préféré de cette histoire parce que quand on parle de financement extérieur, c'est quoi? C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. C'est d'abord les bailleurs de fonds internationaux qui sont nos partenaires stratégiques. Je citerai en premier lieu la Banque mondiale, d'accord? Donc, qui aujourd'hui a alloué principalement au cours de l'année précédente des budgets conséquents à des projets notamment environnementaux, la gestion des déchets et des projets portant sur la logistique, l'amélioration des chaînes logistiques. Il y a aussi d'autres partenaires de renom, la Banque africaine de développement, etc., la BERD, la BEI, tous ces partenaires-là. Et en plus, bien sûr, le FMI, qui lorsqu'il fait, le FMI ne donne rien gratuitement. Le FMI évalue conjointement parfois et souvent avec la Banque mondiale la santé des établissements publics et les chantiers de réforme entrepris. Donc, il y a vraiment ce concept de reddition. Ils font leurs évaluations EFSAP. Et si vous êtes bon, si seulement vous êtes bon, c'est là où vous allouez des lignes de financement qui sont intéressantes et qui sont conséquentes. En l'occurrence, le Maroc a pu obtenir une ligne de crédit de 5 milliards de dollars pour soutenir sa stabilité macroéconomique et je trouve que là aussi, c'est louable. Alors, ça d'une part. Ces financements, par contre, ne sont pas gratuits. Il y a un financement, il y a un service de la dette, d'accord, qui s'exprime en taux d'intérêt. Il faut calculer là aussi ces facteurs-là. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aggraver une situation à moyen et long terme? Donc, il y a aussi en parallèle une stratégie de réduction du ratio de dette sur PIB. Donc, normalement, vous devez allouer ces financements aux projets les plus rentables afin que le PIB puisse augmenter, lui, et quelque part couvrir cela. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et donc là, on est en train de partir sur une prévision de 68,3% en 2025, d'accord? Donc, contre 69,5% en 2023. Donc, on est en train de réduire ce ratio dette sur PIB, ce qui est bien, ça reste un petit peu élevé quand même. Je soulignerai que depuis la crise de Covid, quasiment tous les pays ont un service de la dette très important. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix à part rationaliser encore une fois les finances, aller vers les projets les moins coûteux et gérer aussi ça de manière la plus transparente possible. Ensuite, nous avons un autre aspect majeur qu'il ne faut pas occulter, c'est la diversification des sources de financement. Tout le monde ne peut pas se vanter de pouvoir prétendre à, par exemple, l'émission d'obligations climatiques ou destinées uniquement à des financements verts pour, par exemple, promouvoir une transition énergétique. Le Maroc peut prétendre le faire, déjà parce que nous avons été précurseurs en la matière. Nous avons été parmi les premiers pays à adopter un guide pour l'émission de Green Bonds. Et là, on parle de dette privée, même si là, on parle de dette publique. Les deux se rejoignent, c'est la même logique. Et on a aussi la question d'émettre des bons du Trésor sur les marchés internationaux. Parce qu'il y a toujours cette question d'équilibre entre bons du Trésor émis à l'international et bons du Trésor émis au niveau national. Il faut savoir qu'actuellement, 75% sont des émissions nationales et 25% sont des émissions internationales. Alors, en termes d'émissions internationales,
nous sommes désormais bien notés, relativement bien notés par les agences internationales. Par exemple, Moody's, BA1 et Standard & Poor's, on est du BB+, qui est relativement bien, avec un engouement des investisseurs internationaux. La signature du Maroc, au niveau des marchés internationaux, c'est devenu quelque chose de fiable, de résolument intéressant et attractif pour les investisseurs. Et là, je dirais qu'on a réussi, grâce à cela, aussi à réduire notre spread sur dette souveraine. Le spread, c'est l'écart de taux. Et disons que nous, maintenant, on est considéré comme étant un pays qui ne présente pas une prime de risque très, très élevée. Et donc, c'est intéressant. Donc, le Maroc peut aller encore davantage dans cette voie, d'émettre plus à l'international, d'accord? Mais attention, encore une fois, vu le contexte incertain au niveau international, au risque de change auquel on s'expose lorsqu'on est sur de telles positions. En même temps, même au niveau national, il y a quelque chose qu'il faut applaudir, c'est qu'on a désormais des émissions qui sont transparentes, des émissions de bons de trésor qui sont transparentes, qui sont établies selon un calendrier prédéfini et qui permettent vraiment de dynamiser tout un écosystème derrière d'investisseurs institutionnels. Je pense aux banques, je pense aux OPCVM, je pense aux compagnies d'assurance qui, pour elles, l'offre de papier privé étant très restreinte au Maroc, ces bons du Trésor, ils couvrent une grande partie de la demande en papier, donc en titre financier, de ces institutionnels. Et donc, c'est un marché très, très, très dynamique. Il faudrait juste penser au service de la dette, à équilibrer les choses. Et aussi un autre élément important qui a permis qu'on puisse aller vers autant d'émissions du bon du Trésor de qualité au niveau national cette fois-ci, c'est qu'on ait enfin une courbe des taux qui existe, qui a le mérite d'être là, qui fonctionne bien à une forme normale. Il n'est pas aplani, c'est une courbe des taux qui permet de mesurer les anticipations des agents à long terme par rapport à l'évolution des taux, et donc elle sert d'ancrage, et donc il y a un alignement. Donc voilà globalement certains éléments que j'ai pu développer pour parler de tout ça. Merci beaucoup, professeur Benhida, pour la pluridisciplinarité de votre réponse. Alors, je retrouve votre casquette de spécialiste en marché financier et aussi votre casquette d'économiste. Vous êtes un peu à cheval entre Joseph Stiglitz et Amartya Sen. Alors, vous ne dites pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, professeur Benhida, loin de là. Vous dites que malgré le fait qu'il y ait justement cette hausse du déficit commercial de 3,2%, les indicateurs macroéconomiques sont en constante évolution, et vous avez parlé justement de ce classement du Doing Business qui est en évolution. Je rappelle tout juste à nos auditeurs aujourd'hui que les agences qu'a citées le professeur Benhida, Moody's et Standard & Poor's, ce sont des agences de notation qui sont responsables justement pour jauger de l'éventualité de l'agent d'honorer ses engagements en termes justement notamment de risque de crédit. Donc, vous avez cité un certain nombre de mesures, vous avez encensé la dynamisation des exportations des produits manufacturés, vous avez aussi parlé de la promotion des investissements directs étrangers, et vous avez aussi jeté votre dévolu sur la mobilisation des financements extérieurs, notamment grâce au FMI et à la Banque mondiale et de BERT. Alors maintenant, nous arrivons à un instant de ce webinaire où il s'agit justement d'essayer de voir du côté de nos auditeurs s'ils ont des questionnements, s'ils ont des interrogations. Et je vois qu'il y a une première question de Mohamed Ayoub qui dit « Bonsoir, quelles sont les principales zones de risque pesant sur l'équilibre budgétaire pour les prochaines années et merci ». Alors, c'est une question qui est très, très intéressante parce que effectivement, il faut savoir que ce soit le projet de loi de finances quand il est déposé et similairement lorsqu'il y a des publications du FMI ou d'autres bailleurs de fonds au niveau international, nous avons toujours une partie qui prévoit les scénarios de risque. D'accord. Donc, on a toujours un worst case, un best case et un best case, et on essaie d'équilibrer entre les trois pour sortir avec quelque chose de plausible. Si on n'a pas ces risques-là devant nos yeux, on ne sait pas où est-ce qu'on s'oriente. Et donc, il faut ratisser le plus largement possible. Donc, si je devais penser à quelques aspects, je dirais que
par exemple, nous, le fait qu'on soit encore à ce jour très, très dépendant de notre production, de notre PIB agricole, qui, lui, est très, très variable d'année en année en fonction des facteurs externes, notamment climatiques. À propos de ces facteurs climatiques, ces catastrophes naturelles qui commencent à devenir un petit peu résurgentes, voilà, il faut toujours prévoir maintenant des zones comme ça, avec des moyens rapidement mobilisables pour couvrir ces dépenses exceptionnelles sans compromettre pour autant les projets initialement prévus pour le financement. Il y a d'autres aspects dont j'ai parlé, comme les recettes fiscales. Et ces recettes fiscales, comme on le sait, on vise à élargir l'assiette, on vise beaucoup de choses pour notamment rentrer le secteur informel. Mais ce n'est pas gagné, c'est un pari plus que difficile. Vous savez, le Maroc a une prépondérance d'activité informelle. Nous avons choisi la méthode douce, c'est-à-dire ramener progressivement les gens, et les citoyens vers une sorte de discipline, d'autodiscipline, notamment en prévoyant des statuts, par exemple, d'auto-entrepreneurs, pour permettre de faire entrer des personnes qui n'étaient pas couvertes du tout par aucune forme de fiscalité, d'aller vers ça. Et par contre, il y a eu un prix à payer. C'est comme si maintenant, pour relancer la demande, on est en train de revoir nos taux à la baisse, qu'il s'agisse d'hier, tout ça. Est-ce que ça va être soutenable budgétairement? C'est une question qui se pose. Et puis, bon, il y a aussi des facteurs externes, comme vous le savez. La dynamique des importations-exportations, elle a un impact clair. Et nous, tant qu'il y a des tensions géopolitiques qui aujourd'hui continuent de peser, tout le scénario de base est remis en cause de manière continuelle. On l'a vu, écoutez, pour ne citer que par exemple le conflit en Ukraine, ça a causé un renchérissement du prix des matières premières de manière incroyable, y compris les céréales, surtout les marchés de commodities, etc. Maintenant, le conflit au Moyen-Orient a fait lui aussi que le fret maritime a commencé à beaucoup tarder à se renchérir en termes de prix parce qu'il y avait justement des mouvements de détournement de bateaux. Donc tout ça, qui paraît très, très éloigné. C'est vraiment l'effet papillon, là. Et il faut aujourd'hui, en termes de scénario de risque, il faut ratisser beaucoup, beaucoup plus large qu'on pouvait le faire précédemment. Donc, être conscient de l'ensemble de ces risques, essayer de les modérer, mais surtout essayer de les pondérer, voir les risques majeurs, les risques mineurs, pour sortir avec une trajectoire relativement plausible pour le court et le moyen terme. Très bien, merci beaucoup. Vous avez noté dans votre réponse justement qu'il y a des phénomènes externes, comme par exemple la guerre en Ukraine, qui a vraiment pris d'assaut l'Europe et par effet de domino la sphère financière internationale. Et vous avez parlé de modération, mais surtout de pondération dans nos choix et dans nos politiques publiques. Alors, je pense qu'il y a une deuxième question de notre auditeur ici. Sahel Younes qui dit « Bonsoir, en termes de financement, serait-il plus judicieux de privilégier le financement intérieur ou extérieur ?» Excellente question, merci Monsieur Sahel. Alors, vous savez, cette question, elle peut se poser de manière continuelle, mais le prisme sous lequel je l'analyserai maintenant est un peu différent. Pourquoi? Parce que effectivement, comme vous le savez, les banques centrales ont fait que, voilà, on est rentré dans un processus de resserrement des politiques monétaires afin de juguler l'inflation qui avait atteint des niveaux historiques. Et maintenant, le retour à la normale ne se fait pas de manière égale partout dans le monde. Donc, il y a un coût de financement au Maroc qui peut être aujourd'hui radicalement différent d'un coût de financement sur les marchés internationaux. Donc, il y a une grande agilité qui est demandée. Il faut être agile, voir là où il y a de l'intérêt. Après, comme je l'ai dit, il y a une marge de manœuvre. Nous sommes à peu près 75% de financement interne en termes de bons du Trésor et 25% d'externe. Donc, la marge de manœuvre pour augmenter le financement à l'international est toujours là, mais tout en gardant la prépondérance du financement par les bons du Trésor au niveau interne, parce que ça permet, ça a un bénéfice, ça a un double bénéfice. C'est aussi la dynamisation de nos marchés des capitaux. Donc, c'est indéniablement un élément important parce qu'il permet à la fois de
permettre l'accès au financement pour l'État, mais aussi d'offrir du papier de qualité qui est demandé, qui sert de benchmark à tous les gestionnaires de portefeuille, à tous ceux qui sont dans ce domaine de la gestion institutionnelle de portefeuille. Donc voilà, je dirais que il n'y a pas de réponse tranchée, mais qu'une marge de manœuvre demeure, avec bien sûr ces questions-là aussi de maîtriser le risque de change. Ah, et il y a quelque chose de nouveau qu'il faudrait peut-être souligner à ce niveau-là. Peut-être que maintenant, ça peut commencer à devenir encore plus intéressant qu'avant de s'ouvrir sur les financements à l'étranger, parce que nous allons nous doter, nous sommes enfin prêts à nous doter d'un marché à terme d'instruments financiers. Et à travers ces marchés à terme d'instruments financiers, nous aurons des instruments standardisés, parce que nous avions des instruments de gré à gré. Maintenant, nous allons avoir des instruments standardisés qui nous permettent une couverture des risques. Et que ce soit des risques de change, des risques de taux d'intérêt, etc. Donc, ça sera très intéressant. Voilà. Merci beaucoup, professeur Benhida. Vous avez justement noté que cette stagflation qui a été résolument causée par le surenchérissement des matières premières a pris d'assaut justement la sphère financière internationale. Et vous avez parlé justement de juguler l'aspect destructeur justement de cette stagflation, notamment causée par les phénomènes externes et internes. Et vous avez parlé justement du fait que le financement extérieur peut être instauré ici au Maroc, notamment grâce au marché à terme, c'est-à-dire l'initiation des produits dérivés qui concernent la couverture des risques. Alors, je rappelle à nos auditeurs aujourd'hui qu'il y a aussi des personnes en présentiel, donc s'ils souhaitent poser leurs questions, en attendant, on va partir peut-être vers la question de Soumi Al-Mansouri. Bonsoir, docteur. S'il vous plaît, Madame Jannat, comment le Maroc peut-il mieux concilier les objectifs de développement social et économique avec les contraintes budgétaires actuelles? Alors, oui, merci pour cette question, Madame Mansouri. Alors, écoutez, il y a une deuxième partie à cette question peut-être. Et quels outils ou mécanismes le gouvernement utilise-t-il pour garantir la transparence et la redevabilité dans l'utilisation des fonds publics? Alors justement, là où vous parlez de redevabilité, c'est la notion de reddition dont j'ai parlé. Pour moi, c'est la seule solution. C'est-à-dire qu'il y a deux notions importantes et inévitables. Il y a la priorisation. On ne peut pas tout financer. Il faut avoir des priorités. Vous savez, la gestion du budget d'un État est équivalente à la gestion du budget d'un foyer ou d'un budget personnel. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez des ressources, d'accord ? Vous avez des emplois. Ces emplois-là, il y a des emplois qui sont prioritaires, il y a des emplois qui le sont moins. Nous, aujourd'hui, le développement socio-économique, on l'a placé au cœur de notre modèle de développement. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait maintenant depuis des années s'en sert dans le cadre de des recommandations qui ont émané du nouveau modèle de développement. Et donc, nous avons des objectifs et des projets qui en émanent. Parce que nous avons d'abord des objectifs, ensuite, c'est cascadé jusqu'à arriver à cette étape de projet concret. Mais ces projets, ce n'est pas parce que lorsqu'ils sont petits ou qu'ils revêtent un aspect social qu'il ne faut pas être dans la reddition, qu'il ne faut pas être dans l'évaluation et qu'il ne faut pas être dans la performance. Il n'y a que ce moyen qui va nous mener vers une meilleure gestion budgétaire. L'allocation d'un budget n'est pas un cadeau. C'est un investissement qui est fait pour avoir du résultat. Et donc, s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de renouvellement de programme et vice-versa. Donc, il faut être un petit peu ferme. Sans être pour autant austère, il faut un petit peu de fermeté dans la gestion des choses publiques et c'est ce qui va aider à améliorer ce fonctionnement-là à moyen et long terme. Mais nous sommes sur la bonne trajectoire dans ce sens. Et après, bien sûr, il faut, comme j'ai dit, une gestion agile. Trouver les meilleurs financements d'un côté. Et là, il y a une réelle manne pour nous en termes de financement extérieur, qu'il s'agisse de financement émanant des bailleurs de fonds internationaux comme sur des marchés financiers internationaux. Donc, plus on aura de financement, plus on va les allouer à des investissements productifs tout en conservant nos équilibres et ne pas dépasser certains niveaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour faire le distinguo justement entre les personnes qui sont en présentiel et les personnes qui sont en distanciel, est-ce qu'il y aurait une personne désireuse de poser une question à Madame Benhida? Oui. Alors, je voudrais savoir quelle est votre, que pensez-vous
à propos de la situation budgétaire du Maroc par rapport à d'autres pays, surtout les pays émergents. Merci pour votre question. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question ici en ligne. Ben, la question porte sur le positionnement du Maroc par rapport à d'autres pays similaires, notamment les pays émergents, en termes de budgétaire. Alors, oui, c'est important. Il faut savoir que le Maroc, il est un petit peu au milieu, disons, de la classe. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Donc, disons que, par exemple, au niveau continental, nous faisons l'Égypte, l'Afrique du Sud, mais que, par exemple, nous faisons moins bien que les pays d'Amérique latine. On avait parlé de combien? 68 à peu près, 68%, d'accord. Il y a toujours des marges d'amélioration. Il faut savoir qu'on a un besoin de financement qui est encore élevé. Il va continuer à peser sur ce déficit budgétaire. Nous sommes un pays en plein développement, plein essor. Nous avons des projets d'infrastructure, nous avons des projets de développement, des projets sociaux, et il faut financer ça. On ne va pas opprimer notre croissance juste pour avoir de bons indicateurs macroéconomiques. Sinon, on va se retrouver dans une situation analogue à celle du programme d'ajustement structurel qui a eu lieu au cours des années 80, où tout allait, mais que rien n'allait. D'accord? Donc là, non, mais c'est vrai, c'est important. Il ne suffit pas d'être bon sur papier uniquement en termes de grandeur macroéconomique. Il faut qu'il y ait de la croissance et du développement. Et il y a un prix à payer, quitte à se mettre quelque part en danger, mais avec plus d'agilité. Et après, nous avons quelques atouts aujourd'hui. Nous pouvons demander de certaines choses. C'est-à-dire que nous avons une gestion proactive, on a une diversification des financements, comme j'ai pu le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, voilà, après, il reste que, comme les pays comparables, donc les pays de notre benchmark, on est assujetti, par contre, on est tous sur le même bateau, on est assujetti aux mêmes risques, qui sont principalement des risques climatiques, des risques géopolitiques et des risques qui sont liés à l'endettement globalement. Après, ce dont nous pouvons nous vanter, alhamdoulilah, et pourvu que cela dure, nous avons des orientations, notamment les autres orientations royales, qui sont en parfait alignement avec là où on veut vraiment aller en termes de projets de développement au niveau national. Et aussi, nous sommes perçus de l'étranger comme étant un pays qui présente une stabilité géopolitique importante. J'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais ce sont nos atouts pour aller vers une réduction progressive de notre déficit budgétaire tel que nous l'avons déjà entamé. Voilà. Très bien. Merci, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, professeur Jinat Benhida, pour vos réponses extrêmement pointilleuses, méticuleuses. Je vois que tout au long de votre intervention, vous avez mis l'accent sur l'intégralité des mesures qui sont prévues justement par le gouvernement pour essayer de privilégier une approche plus rigoureuse et plus stratégique pour la préservation de la soutenabilité des finances publiques et des dépenses publiques, centrée justement sur l'efficacité des investissements publics et sur la réduction de la dilapidation des ressources. Vous avez fait l'apologie justement de cette gestion proactive et de cette diversification des moyens de financement. Et je ne peux que vous témoigner ma gratitude pour la pluridisciplinarité de vos réponses et pour avoir donné de votre science et de votre savoir et de votre érudition à nos auditeurs aujourd'hui. Alors justement, j'ai bien peur que notre webinaire touche à sa fin et j'aimerais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement et vivement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce webinaire, parce que nous avons quand même eu des questions, des interrogations extrêmement intéressantes. Et j'aimerais aussi remercier le staff pédagogique et technique de l'ESSELSCA Business School pour nous avoir offert éventuellement cette plateforme pour discuter de ce projet de loi de finances 2025. Il s'agit vraisemblablement de blocs très intéressants. Et je rappelle que le prochain bloc que nous allons discuter lors des mercredis de la loi de finances 2025 va essayer de s'articuler autour du renforcement des piliers de l'État social. Et ça va être avec un praticien nommé Mehdi Bouraba. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci à vous, professeur Bachir. Bonne soirée à tout le monde.